BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Eh bien, nous y sommes. Un grand bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Votre dose de tech hebdomadaire, c'est De quoi je me mêle. Merci d'être là. BFM Business, Radio Télé le week-end, mais aussi sur la chaîne YouTube de Tech Co. Et puis, bien sûr, sur l'appli RMC BFM Play. De quoi je me mêle que vous pouvez... j'allais dire déguster, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tous les cas, ou écouter ou regarder, c'est au choix. Merci d'être là. Avec, pour ceux de quoi je me mêle tout à l'heure, les trottinettes, tiens, c'est la période. Peut-être êtes-vous en train de vous poser la question, voilà, comment choisir sa trottinette électrique ? Ça tombe bien, le Labo Fnac a fait un comparo hyper intéressant et vous verrez qu'il y a de plus en plus de tech dans les trottinettes. Donc ça tombe bien et Lionel Costa nous rejoindra tout à l'heure. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous joindre, bien sûr. Mais pour débuter, c'est le club de la presse IT. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Commenter l'actu tech, je sais que vous aimez ça, ça tombe bien, nous aussi, avec Anthony Morel, bien sûr. Salut Anthony. Salut François, salut à tous. Journaliste à BFM Business, vous le retrouvez le matin, mais aussi entre midi et 2 sur RMC avec Estelle Denis. Ouais. Voilà, et puis, voilà, on ne présente plus Anthony, qui chaque semaine est avec nous dans De quoi je me mêle. Et on accueille aussi pour la deuxième fois dans De quoi je me mêle Omar Belkab. Salut Omar. Salut. Omer. Bon, ça pas possible. On avait dit que c'était pas facile le nom. C'est cool. Ah, tu vois, j'étais concentré sur le nom de famille. Mais... Omer Simpson, voilà, qui est avec nous. Salut Omar. Salut. Ravi de te retrouver. Merci pour l'accueil. Tu n'avais pas savonné en plus quand tu l'avais présenté, quand tu me remplaçais. Et non. Et ben voilà. Tu ressens les conclusions que tu veux. Le vrai boss, mesdames, messieurs, est à ma gauche. Rédacteur en chef adjoint à Frandroid. Tout à fait. Ben, ravi de t'accueillir. Merci. Voilà, ouais, pour du cette coup, seconde fois dans De quoi je me mêle, mais Omar. ma première fois avec du coup toi en animateur. Et ben voilà. Et ben voilà, la boucle est bouclée. Alors l'actualité de cette semaine, pas mal de choses. Hein. On va parler d'un PC sans écran, un sujet aussi très optimiste concernant l'extinction de l'humanité à cause de l'IA, mesdames, messieurs. Ça va être cool. On va parler de Neuralink aussi dans quelques instants, mais pour débuter. Ça y est, le compte à rebours a commencé. Le 5 juin aura lieu la WWDC à Cupertino. Nous y serons puisque nous aurons sur place Melinda Davansoulas qui nous fera vivre cette grande keynote. Et c'est pas n'importe quelle keynote visiblement, parce que plus la date se rapproche et on se rend compte que voilà, ce masque de réalité mixte d'Apple, Anthony, pourrait véritablement être annoncé. On espère, parce que s'il n'est pas annoncé, là, ça va être la vraie Ah là, déception. c'est la guerre. Ah mais oui. C'est la guerre, parce colonel. que vraiment, je pense que ça faisait longtemps qu'une keynote d'Apple m'avait pas autant enthousiasmé. Je pense vraiment pas être le seul dans ce cas-là, parce que d'habitude, on est un peu dans le ronron, même s'il y a des nouveaux produits, des nouveaux iPhones, etc. Ça, c'est d'iOS 15 à iOS 16. Ouais, c'est ça. C'est sympa, mais bon. Et WatchOS 10, bon, on est content, c'est très bien. Ouais. Mais là, voilà, le fait d'avoir un nouveau produit, une nouvelle gamme de produits, forcément c'est un petit peu plus excitant et effectivement comme tu le dis, tous les indicateurs semblent montrer qu'on se dirige vers une annonce. Il y a de plus en plus de rumeurs, de plus en plus de fuites. On a eu même des premiers concepts et designs qui ont commencé à sortir. Alors, je ne sais pas si on peut les décrire. Hein. Encore une fois, tout ça est très hypothétique pour l'instant, mais ça ressemblerait à une sorte de masque de ski avec à l'intérieur des écrans, mais alors très très haute résolution. On a eu quelques chiffres. Ce serait quand même donc des écrans 4K avec 4000 pixels par pouce. Sur un iPhone, on est à 460. Donc, c'est quand même énorme. Donc, ça nous promet des choses extraordinaires. Encore faut-il qu'il soit annoncé, mais on espère vraiment que ce sera le point d'orgue de cette keynote. Bon, il va falloir probablement se taper 1 heure et demie d'abord avec les nouveautés logicielles, mais on espère à un moment qu'on nous présentera quand même ce casque. Tu disais que c'était celle que tu attendais le plus depuis plusieurs années et tout, et en même temps, c'est peut-être celle qu'on craint le plus, peut-être, parce que en fait, même s'ils l'annoncent, peut-être qu'ils vont l'annoncer pendant juste 3 minutes avec un hop. En fait, on travaille sur ça. Le one more thing. Ciao, merci, allez, gros bisous. Rendez-vous l'année prochaine. Exactement. On va commencer à travailler dessus. Ah mais là, je crois qu'on va en délégation à Cupertino et on fait le pied de grue devant le bureau de Tim Cook avec Anthony. Mais t'as raison, hein, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment le risque, c'est qu'ils nous fassent un one more thing, enfin un truc où peut-être ils vont faire allusion, ou alors peut-être qu'ils peuvent, tu sais, présenter le système d'exploitation qui va avec, parce que c'est quand même une conférence pour les développeurs, donc leur Reality OS, hein, comme il va s'appeler normalement, et puis qu'ils nous disent, et puis voilà, et ce casque, voilà à quoi il ressemblera, et ils nous montrent juste une esquisse du truc, et puis au revoir messieurs, dames, on verra. Ouais, bon, ça peut arriver, mais moi, je suis d'un naturel optimiste. Je pense qu'une grosse partie de cette WWDC sera consacrée à ça, parce que, comme tu le disais, il va falloir entraîner
tout l'écosystème des développeurs, donner envie à tous ces gens-là de développer sur ce masque, parce que ce masque-là, c'est pas qu'Apple qui le réussira, c'est évidemment tout l'écosystème derrière. Et je pense que si Apple en parle, ils seront obligés de mettre le paquet pour expliquer à quoi ça va ressembler et surtout vers quelle direction ils vont. Mais moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'on est peut-être à l'aube d'une rupture chez Apple. Ça fait des années qu'on n'a pas eu de vraies nouveautés, enfin en tout cas de vraies nouveautés de rupture. Voilà. Depuis l'Apple Watch, enfin la nouvelle catégorie de produits, la dernière fois c'était l'Apple Watch 2014, à moins qu'on monte les AirPods qui peuvent. Ouais, mais casque, bon, les AirPods, les AirPods, c'est quelque chose. Alors évidemment, c'est un gros succès pour Apple, mais c'était pas une révolution, c'est un nouveau produit, d'accord, mais qui n'était pas innovant au point d'un masque de réalité mixte, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Omar. Moi, il y a là où je te rejoins notamment aussi, c'est le côté peut-être pas annonce d'un produit avec tout de suite une vraie visibilité sur la disponibilité ou le prix ou quoi que ce soit. Enfin, c'est peut-être l'hypothèse en laquelle je crois le plus et surtout peut-être celle qui me fait le plus envie. C'est au moins avoir assez de détails pour que même le grand public puisse avoir quand même de bonnes idées. Parce qu'il y a la crainte, je pense qu'elle est légitime de se dire mince, est-ce que ça va être juste un one more thing et 3 minutes et allez ciao. Et en même temps, je me demande est-ce que c'est vraiment le style aujourd'hui d'Apple. C'était peut-être le One More Thing. Ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas fait en fait finalement. Absolument. Juste, je vous fais une petite annonce. C'est vrai. Puis on a tellement d'infos dessus. Je me dis, ce serait vraiment bizarre, tu vois, qu'il y a un moment ils disent pas, bon bah voilà, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Parce qu'il y a eu, pour qu'on sorte vraiment des hypothèses, etc. Mais sur ce qu'on sait à peu près quand même, c'est que ce casque, donc il y aurait donc une partie réalité virtuelle, réalité augmentée. Ouais. Apparemment, il y aurait 2 boutons sur les côtés, un qui permettrait justement de passer en virtuel ou en réalité Exactement. augmentée. Donc VR, AR, VR en un seul bouton. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info sur le casque ? Ah si, il y a la question de la batterie aussi. Alors ça semble se confirmer. Ouais. Le fait qu'il n'y aurait pas de batterie directement intégrée dans le casque pour des raisons d'encombrement, tout simplement. On veut faire en sorte qu'il soit le plus léger possible, mais du coup, la batterie déportée, accrochée. Voilà, ce qui est bon. Voilà, pour Apple, ça veut dire qu'il y aura un fil. Ce serait pas forcément très esthétique, donc on va voir à quoi ça ressemble. Mais voilà, ça semble se confirmer aussi. Et si je peux me permettre aussi, l'une des grandes questions, tu te disais que c'était peut-être un moment charnière pour Apple. Ça va sans doute l'être. Et le grand sujet, en tout cas, qui va un peu définir ce moment charnière, c'est aussi quels usages ils vont mettre en avant sur ce casque. Est-ce que ce sera plutôt business parce qu'on imagine un prix très élevé ou est-ce que c'est rapidement ils vont essayer de dire non mais le but ça va être le démocratiser très très vite. C'est là où j'ai beaucoup de zones d'interrogation effectivement. Ouais. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant comme usage. Est-ce que plutôt un usage pro? Apple c'est pas non plus l'entreprise du gaming par exemple, c'est pas où ils vont dire on va jouer à mais c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est peut-être vraiment une innovation de rupture pour Apple parce qu'il se lance dans un nouveau secteur, un nouveau segment. C'est aussi très symbolique pour Tim Cook qui porte à bout de bras ce projet. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et je pense que, bon, on ne va pas en parler trop parce qu'il y a beaucoup d'actu et on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine parce qu'effectivement, il y aura les annonces. Mais simplement pour vous dire que c'est peut-être un grand moment qu'on va vivre lundi. Peut-être. Et on a mis les petits plats dans les grands, puisque évidemment dans la thématique, dans l'univers Tech & Co chez Altis Media, on va mettre le paquet avec la retransmission en live de la keynote avec Anthony, qui sera à mes côtés. Il y aura Mélinda Davansoulas qui sera sur place. Et donc sur la chaîne Tech & Co sur les box, mais aussi sur YouTube, vous pourrez nous retrouver en direct à partir de 18h50. Et je suis ravi de t'accueillir, Anthony, parce qu'on va s'éclater pour ce grand moment à suivre en direct. Et puis à partir de 20h, je vous retrouverai pour Tech & Co sur BFM Business, où là, 2 heures spéciales exclusivement dédiées aux annonces Apple. Ils ont intérêt à l'annoncer, leur casque. Autant te dire. Ouais, parce que là, franchement... 2 heures sur WatchOS 10, voilà. Ça va être chaud. Ou alors de nouveaux emojis. Peut-être des annonces autour de l'intelligence artificielle, par contre. Peut-être. Ça pourrait être intéressant aussi, parce que c'est les seuls qui ne se sont pas vraiment prononcés sur ce sujet, qui est quand même le sujet du moment. Donc, rendez-vous lundi chez nous à partir de 18h50 et j'imagine qu'à Frandroid aussi vous allez mettre le paquet. Oui, il y aura tout un Twitch. Tout un dispositif. Retrouvez-nous. Non, mais, bien sûr, c'est cool, mais il y a assez de monde pour qu'on puisse être tous sur des médias différents, il n'y a aucun problème. Alors bon, voilà, on se donne rendez-vous lundi pour cette WWDC. Dans l'actu aussi, il y a Spacetop. Spacetop.
le PC sans écran détecté par Anthony Morel. mesdames, Ouais, messieurs. c'est un truc de fou. Alors justement, puisqu'on parlait de casques de réalité virtuelle, réalité mixte, on reste un petit peu dans le même univers. Alors c'est un appareil assez étonnant qui a été dévoilé par une entreprise israélienne qui s'appelle Sightful, qu'on ne connaît pas forcément, voilà, et qui présente un ordinateur portable, mais sans écran. Alors en fait, ordinateur portable sans écran, c'est donc tu as un clavier et tu as une paire de lunettes qui est commercialisée avec ce clavier que tu vas brancher à l'écran. Tu mets les lunettes sur le nez et tu te retrouves en fait avec un ou des écrans virtuels que tu vas pouvoir projeter devant toi dans ton champ de vision et qui vont remplacer l'écran physique que tu aurais normalement. Donc tu peux en projeter 1, 2, 3, 10, ce que tu veux. Alors l'avantage c'est que déjà c'est en termes de confort, tu vas pouvoir projeter un écran de 2,50 m en face de toi, donc génial pour je sais pas, regarder une série ou peu importe. Enfin, c'est beaucoup mieux qu'un 13 pouces rabougri, quoi. Tu vas pouvoir en projeter plusieurs, donc par exemple être en multitâche. Par exemple une fenêtre pour les mails, une autre pour les réseaux sociaux, une autre pour un PowerPoint ou pour une réunion Teams ou Zoom. Une petite fenêtre pour de quoi je me mail. Évidemment, une fenêtre pour de quoi je me mêle. Toujours. La plus toujours. grande. La plus grande, si possible, la plus grande. Non, mais c'est assez étonnant. Et le dernier avantage, c'est en termes de confidentialité, puisque tu es le seul à voir ce qui se trouve à l'écran, puisque c'est dans tes lunettes. Et donc, par exemple, quand tu es dans le train, tu sais, tu as toujours les mecs qui regardent un peu à côté de toi. Enfin, moi je regarde tout le temps. Si quelqu'un est à côté de moi avec un ordinateur, non, mais je sais, je suis très curieux. Non, mais c'est vrai que c'est tentant, quoi. Mais attends, et t'as des secrets industriels d'entreprise, si tu veux. Parfois, des gens, ils bossent sur des trucs hyper sensibles, et ils sont sur Dragon Bar. Mais non, mais ouais, c'est ça. Mais attends, sans utiliser de filtre de confidentialité. Donc là, pour le coup, avec tes lunettes, normalement, t'es tranquille. Bon, c'est un objet assez étonnant. Est-ce que ça préfigure le PC portable du futur, ou est-ce que c'est juste un gadget qu'on aura oublié dans 6 mois? J'en sais rien. Moi, je suis assez séduit. Ouais, tu sais qu'il y a, excuse-moi, Omar, non, mais c'est un peu la direction que prend aussi Meta avec leur Quest Pro, enfin leur Quest 2, etc. Parce que tu peux te retrouver aussi avec des écrans qui s'affichent. Tu peux lier ton PC grâce à une appli. Alors c'est un peu une usine à gaz, mais tu peux te retrouver aussi avec cet univers et tes écrans déportés en VR. Ouais, là, c'est le côté très portable, je crois, qui est aussi mis en avant. L'appareil, il est léger, j'ai plus le poids en tête, mais il était assez léger. Et à l'intérieur, c'est un dispositif qui est très proche des caractéristiques techniques très proches d'un smartphone. J'avais lu sur la Snapdragon 865, c'est la puce haut de gamme de 2020, par exemple, des smartphones de 2020. Du coup, on imagine que ce serait aussi très tourné vers le cloud computing pour faire tourner des choses. On pense à, je ne sais pas si on pense encore à Shadow forcément, mais il y a ce genre de choses. Ce genre de plateforme, de solution pour aller travailler. Tu parlais du train. On peut faire tourner Windows là-dessus, c'est quoi? On ne sait pas quel OS. Ils n'ont pas donné tellement de précision là-dessus, mais je pense, oui. Pas de contre-indication. Mais, Et ça vient d'où? Qui fabrique ça? Sightful, c'est une boîte israélienne que je connaissais pas, moi. Voilà, je trouve alors, ils commercialisent ça. Tu peux l'acheter, déjà, c'est 2 000 €, je crois. Mais il n'y a que 1000 exemplaires, je crois. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Donc, bon. C'est un test. C'est ça, c'est un test, exactement. Puis il faudra voir aussi en termes de. Moi, je me posais la question en termes de fatigue oculaire aussi, tu vois, parce que c'est pas la même chose d'avoir un écran physique devant toi et d'avoir des écrans virtuels. Enfin, tous ceux qui ont utilisé des casques de réalité virtuelle savent très bien qu'au bout d'un certain temps, t'as mal à la tête. La résolution, tu vois, voilà, c'est ça. Donc il faut voir. Mais je trouve que le principe est intéressant. On avait parlé il y a quelques semaines de Humane, qui est cette start-up qui veut créer des smartphones sans écran. Tu sais, qui te projette en fait. Ouais, qui te projette. Et en fait, c'est un peu ça l'idée. C'est finalement les écrans de demain qui vont être omniprésents, mais en même temps qui vont être de plus en plus cachés et qui vont prendre des formes différentes de ce qu'on connaît jusqu'ici. Je trouve que c'est intéressant ces expérimentations. Je sais pas où ça ira, mais c'est intéressant. C'est pas forcément d'ailleurs un remplacement, c'est peut-être juste deux machines, enfin le PC classique et ça en fonction des usages dont tu as besoin et tout. Parce que des fois on est ça va remplacer et tout, mais finalement ils ont la dent dure nos PC portables. Ouais, c'est vrai. T'as raison. C'est compliqué de remplacer un PC. Ouais, ça ils ont pas changé ou un Mac, depuis. le format. La configuration écran clavier. C'est dur de faire mieux. Et souris, il y a la souris qui n'a pas tant que ça évolué depuis des décennies. En effet. Ouais. Donc on va voir, mais c'est toujours intéressant de retrouver ces nouvelles interfaces. On va voir un petit peu comment tout ça évolue, mais c'est cool. Ouais. C'est cool. Bon, alors ça, c'était les sujets cool. Maintenant, on va se plonger dans les sujets vraiment, on va dire, je sais pas, un peu plus durs. Anxiogène. Voilà, préparez le Tranxène, les amis. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tous ces experts
experts de l'intelligence artificielle qui créent tous ces trucs-là. C'est eux qui nous imposent tous ces machins-là. Ils disent attention les gars, ça va éteindre l'humanité. Ça va exploser. Ouais, Voilà, c'est ça ça va qui est exploser. génial, quoi. C'est que les mecs ils passent des Mais années tout va à créer bien à ça. part ça. Sinon, Hein mais retournez vous coucher. Vous voulez boire un coup encore? Il Allez-y. y a Sam Altman dedans, Ouais. cofondateur d'OpenAI, donc qui a fait juste ChatGPT, le truc qui a été à la mode, enfin qui est toujours à la mode à fond et tout. Et il débarque et il signe. En fait, extinction de l'humanité, attention. Mais lui, c'est hyper bizarre parce qu'il envoie vraiment des signaux complètement contradictoires. C'est-à-dire, il y a une semaine, il y avait l'Union européenne qui disait qu'elle voulait réglementer l'IA. Et il disait attention, hein, si vous réglementez, on se barre. on sort du marché Ouais. européen, vous aurez plus de ChatGPT. Ouais, nananaire. Et maintenant, il signe une lettre ouverte pour dire surtout régulez-nous, on est trop dangereux. Donc c'est quand même un peu bizarre. Mais- Et pardon. Non, juste alors pour revenir sur l'actualité, parce que c'est cette tribune, donc hein, c'est pour ça qu'on en parle, c'est 350 personnalités du monde de l'intelligence artificielle, dont Sam Altman et plein d'autres grands noms, parce que c'est vraiment, pour le coup, c'est des pontes de l'IA. Tu as aussi Demis Hassabis, le patron de DeepMind, donc la filiale IA de chez Google, des gens comme Geoffrey Hinton, qui sont le parrain de l'intelligence artificielle, qui est l'un des Le parrain. Ouais, c'est son surnom. L'un des pères fondateurs en fait du machine learning, etc. Donc c'est des gens qui pèsent un peu et qui disent en fait dans cette tribune que je peux lire d'ailleurs parce que c'est une phrase la tribune, donc c'est pas compliqué. Ah oui, c'est une, ouais. une tribunette. C'est une tribunette. Atténuer le risque d'extinction par l'intelligence artificielle devrait être une priorité mondiale à côté d'autres risques sociétaux comme les pandémies et la guerre nucléaire. Donc ce que nous dit cette tribune, c'est que 1, l'IA à un moment pose un risque d'extinction de l'humanité et que 2, il faut la considérer comme une menace comme la bombe atomique ou comme une pandémie. Ils sont pas beaucoup plus précis là-dessus, mais ce qu'on comprend de leur discours, c'est qu'ils craignent que des systèmes avancés d'intelligence artificielle, donc beaucoup plus performants que ChatGPT aujourd'hui, Prennent le lead sur c'est ça. l'humanité en deviennent quelque sorte. supra-humaines ou surhumaines, nous dépassent et ensuite on entre dans l'inconnu. Si un jour, je sais pas, l'IA décide que les humains, finalement, c'est très ça nocif sert pour à la rien. planète. Ouais. Bon, voilà, l'IA pourrait Finalement, la décider. biologie, ça sert à rien. C'est ça. Donc, ça ouvre des perspectives, c'est vrai, qui sont pas très, très réjouissantes quand Mais alors là, on est en on les plein lit comme dans- ça. on ouais. est- On est d'accord que les films, là, Ouais. on est dans le pire film C'est- de science-fiction. C'est du qui pain est- béni pour des scénaristes là aussi. Hein. Mais ouais, Ouais. mais ouais. Ouais, alors le truc, c'est que moi, je vous ai lu cette tribune, je veux la nuancer surtout assez largement, parce qu'il faut bien dire que ces propos-là, tout ce qu'on vient de se raconter, ça ne fait absolument pas l'unanimité dans la communauté des chercheurs en intelligence artificielle. Et que vous avez probablement encore beaucoup plus de chercheurs en IA qui disent que tout ça, ce sont des foutaises, que ça relève du fantasme, que des scénarios à la Terminator, ça n'arrivera jamais, ou en tout cas vraiment pas, on en est très 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 loin. Et un exemple de ça, si ça vous donne des poussées d'anxiété, allez lire le compte Twitter de Yann Lequin, hein, le patron de l'IA chez Meta, donc qui est un Français, qui a expliqué par A plus B que tout ça c'était du n'importe quoi, que l'intelligence artificielle au niveau global aujourd'hui, elle n'a pas le niveau du cerveau d'un chien, donc avant qu'elle prenne le contrôle de l'humanité, si vous voulez, on n'est peut-être pas à se poser ces questions-là en réalité. Donc vraiment, faisons attention avec ces tribunes qui, pour moi, en plus, je termine là-dessus juste, peuvent aussi cacher des agendas. C'est-à-dire que on se souvient d'Elon Musk, tu te souviens quand il avait dit, Exactement, ouais. Il a faut- lui aussi signé une tribune. Ouais, il faut il y a tout un mois ou arrêter 2 mois. pendant 6 mois. Ouais. Arrêtons tout parce que c'est trop dangereux. Et on s'était rendu compte, une semaine ou 2 semaines plus tard, qu'il travaillait lui-même sur un projet d'intelligence artificielle. Donc il y a un cynisme incroyable, c'est-à-dire que en fait, il faisait ça pour arrêter la concurrence, tout simplement. Et on peut se dire que tous ces grands groupes qui ont signé là, ils demandent régulez-nous, parce que eux, ils ont créé des outils qui sont extrêmement performants et ils n'ont pas forcément envie de voir des concurrents arriver sur le marché, tout simplement. Et tu signalais Sam Altman aussi, c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, qui disait attention, régulez pas trop en Europe, sinon on s'en va. Thierry Breton qui avait dit que c'était du chantage et tout. Et ce même Sam Altman, dans d'autres prises de parole ou aussi peut-être d'autres tribunes, il disait aussi à quel point il fallait une régulation presque où le leadership était américain. Donc j'ai l'impression en fait qu'il y avait une régulation à l'américaine. Il agite aussi l'épouvantail chinois en mode si on fait pas ça, c'est les Chinois qui vont prendre le devant. Donc vraiment, il faut les États-Unis forts et tout. Enfin, il mobilise un peu ce genre de discours-là et tout. Et donc j'ai l'impression qu'il veut pas une régulation à l'européenne qui l'enquiquinerait beaucoup. Il veut peut-être une régulation qui l'arrange peut-être plus sur certains détails à l'américaine. Et j'ai l'impression que c'est un peu aussi ça. Ça s'inscrit dans tout ça, quoi. Il est plus plus enclin à une aux lois américaines qu'aux lois européennes, Bon, qui serait peut-être plus restrictive.
Moi, juste un truc, c'est la deuxième en fait tribune. Hein. Il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines de cela, il y avait eu un autre moratoire. Ouais, le moratoire, Elon Musk justement, qui Voilà. disait, notamment, qui était un peu le fer de lance. Il n'y avait pas qu'Elon Musk, Non, hein, non, il y avait une centaine d'ingénieurs, je crois enfin, qu'ils ou étaient 1000. 1000. Enfin, bon, voilà. Disons que Musk était un peu le fer de lance, Le mais fer de oui, bien lance. sûr, il y en avait plein. Mais enfin, après, Geoffrey Hinton a plusieurs fois dit qu'il fallait se méfier quand même de toute cette IA. Enfin, il y a quand même des signaux. Il ne faut pas prendre ça à la légère, je pense. Non, Il t'as faut raison. vraiment relativiser, Ouais. comme tu dis, parce que bon, voilà, la capacité d'adaptation de l'être humain est quand même incroyable, et on a vécu d'autres menaces depuis que l'on existe, donc on peut peut-être s'en sortir. Mais malgré tout, il ne faut pas prendre ça à la légère. Je Non, pense que t'as raison. quand on voit la progression exponentielle de toute cette intelligence artificielle, il ne faudrait pas qu'un jour, je dis n'importe quoi, mais qu'il y ait une espèce qu'on ne sache plus à qui on s'adresse vraiment. Et que ça nous entraîne dans des dérives, en quelque sorte. Oui, mais c'est ça le truc. En fait, alors je suis complètement d'accord avec toi. Simplement, je trouve que là, il pousse le bouchon un peu loin dans le sens où l'IA et les dérives de l'intelligence artificielle, et on en parle régulièrement dans De quoi je me mêle, il y a des choses qui sont très réelles, très concrètes et très actuelles. Et de ça, on pourrait s'intéresser à une régulation sur la propagation des deepfakes. Il y en a besoin. Et il y en a besoin. Fake news. L'utilisation même de l'intelligence artificielle à des fins de surveillance générale de la population, ce qui est déjà le cas dans certains pays. Enfin, il y a plein de sujets qui sont réels et qui sont actuels et dont on peut s'emparer sans forcément partir sur des scénarios hypothétiques où l'IA éteindrait l'humanité, avec des comparaisons qui sont quand même très très fortes. Hein. La bombe nucléaire et les pandémies, c'est quand même, ça va très 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 loin. Donc je comprends cette logique de principe de précaution, etc. Mais peut-être emparons-nous des sujets déjà qui nous concernent aujourd'hui. Et puis, ce que vous disent quand même tous les experts, c'est que l'intelligence artificielle générale, comme on dit, celle qui se comportera vraiment comme un cerveau humain, on en est encore très loin. Alors tu me diras, souvent ça va beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Ouais, mais ça veut dire quoi, on est encore très loin? 5 ans, 10 ans, 15 ans, on ne sait pas. En fait, donc c'est très loin par rapport à quoi? C'est ça que je veux dire, c'est que quand on voit... après, on passera à autre chose, mais parce que c'est un sujet, on peut en parler pendant des heures. C'est philosophique comme sujet, en fait, etc. Mais quand tu vois la puissance exponentielle de ces trucs-là, on a tellement été bluffés ces derniers mois, on peut s'attendre à des choses encore plus bluffantes dans les mois qui viennent, ou même les années qui viennent. Et finalement, l'échelle de temps, à quelques années, c'est court. Mais finalement, justement, pour s'y préparer au mieux, je rejoins Anthony là-dessus, c'est réagissons, enfin peut-être anticipons les problèmes déjà actuels, de transformation de société, des métiers peut-être menacés, de tout ça, effectivement de la propagation d'informations, on ne sait plus si c'est une image créée, si c'est une vraie photo ou des choses comme ça. Là, il y a déjà beaucoup de travail pour les législateurs qui ne vont pas être d'accord en plus entre États-Unis et Europe, Chine, et les différents continents. Donc je pense qu'en effet, en s'emparant tout de suite des sujets maintenant, on se préparera sans savoir effectivement quel est l'horizon, 10 ans ou 6 mois, on ne sait pas, mais c'est la meilleure manière de s'y préparer, je pense. Après, juste pour finir là-dessus, je trouve que cette bataille entre oui, c'est très très dangereux et non, c'est pas dangereux. Je trouve que ça nous fait aussi toucher du doigt notre limite à nous en tant que journalistes tech, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment les clés pour répondre à cette question. C'est-à-dire que là, tu as face à face deux camps avec des chercheurs qui sont absolument brillants, qui sont des tronches dans leur domaine et qui, eux, ont les mains dans le cambouis technologique et qui donc ont des convictions, mais qui, eux, s'appuient sur des trucs qui sont très tangibles, mais qui disent le contraire de l'un de l'autre. Et nous, clairement, on n'est pas au niveau de ce point de vue-là. On ne connaît pas ces armes-là, ces outils technologiques-là, et donc on ne peut pas en fait donner un avis complètement éclairé. Le problème qu'on a, et là encore, après on va passer à autre chose, mais c'est que je trouve que, étant donné qu'on commande ça quasi au quotidien, on n'a pas le recul nécessaire. C'est un peu le dernier qui a parlé qui a raison, finalement. Et c'est dur, parce que tous les jours, on a des avis, souvent contradictoires, et nous, on est là au milieu, en train de essayer de vous expliquer ce qui se passe, mais en fait, l'échelle de temps est tellement courte qu'on n'a pas le recul nécessaire. Ouais. Et bon, enfin, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et moi, en tant que présentateur de Tech & Co tous les soirs, il y a des soirs où je me dis, l'IA va tous nous tuer. Le lendemain, je vais dire, non, tout va bien, les gars, on peut retourner sur le transat. Et puis le lendemain, ça va être l'extinction. C'est très compliqué, en fait. Complètement d'accord. Ouais. Alors, toujours dans l'IA, c'est Nvidia qui tire un peu son épingle du jeu de cette histoire-là, parce que Nvidia, boîte fabuleuse qui a 30 ans,
qui au départ faisait des cartes graphiques pour les ordis et pour les gamers, voilà, qui continue d'ailleurs, et puis qui, en faisant de la puissance de calcul, aujourd'hui est devenue l'une des boîtes les plus bankable du moment, hein, Anthony. 1000 milliards de valo. C'est incroyable, Omar. Vas-y. Ah non, pardon, j'étais juste choqué. Ouais, non, mais c'est effectivement, c'était incroyable. Et en plus, grâce à l'intelligence artificielle, enfin, c'est aussi leurs investissements là-dedans et toute leur Ils communication surfent autour de sur toutes les tendances. C'est ça. Ouais, parce avant, C'est c'était ça les qui est fort. cryptos, ils avaient lancé des cartes pour les cryptos. L'automobile. Ouais, l'automobile, bien sûr. Mais l'intelligence artificielle, oui, ce sont eux, c'est les concepteurs en fait des cerveaux de l'intelligence artificielle, hein, on peut le dire comme ça. Et ils sont partout. Ouais. Et ils sont partout, Ouais. effectivement. Et cette boîte, pour moi, c'est le GAFAM caché un peu. C'est-à-dire que vraiment, c'est celui dont. Alors oui, nous, on est tous technophiles, les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, forcément connaissent Nvidia. Mais je pense que tu demandes dans la rue à 100 personnes qui connaît Nvidia. Alors qu'Intel est plus connu. Oui, tu vois. Intel est beaucoup plus connu, bien sûr. Mais en termes de valo, tu as raison de dire 1000 milliards, c'est un club très très fermé. Aujourd'hui, Nvidia vaut plus que Meta et Netflix réunis, tu vois. Enfin, c'est quand même énorme, c'est absolument énorme. Ouais. Et ce qui est très rigolo, c'est que cette semaine, donc c'était le Computex de Taïwan, hein, grand salon informatique, et la keynote d'ailleurs la plus attendue, c'était celle du patron d'Nvidia, qui n'avait pas parlé depuis 4 ans. Oui, qui est très discret, on va dire. C'est ça, et qui a fait une keynote, enfin, c'était un peu à la Apple, quoi, donc avec des nouveautés qui ont été annoncées, qui étaient assez dingues dans le domaine de l'IA, de la puissance de calcul, avec des démos assez spectaculaires, alors notamment une démo de ce à quoi pourrait ressembler le jeu vidéo du futur, dopé à l'intelligence artificielle. Ça, j'ai trouvé ça génial, où il t'explique en fait que l'IA va ouvrir un monde de possibilités absolument dingue. En gros, il fait une petite démo où tu as un jeu un peu, science-fiction, un peu à la cyberpunk, enfin bref, c'est pas ça qui compte. Et donc, tu as le joueur, le personnage principal, qui entre dans un bar et qui commence à discuter avec un PNJ, donc le restaurateur en l'occurrence, ou le barman. Et donc, tu as la discussion, normalement, dans un jeu vidéo, c'est le personnage parle, et puis tu as une boîte de dialogue qui s'ouvre, et tu choisis une option de dialogue. Bon, ça c'est classique. Et en fait, il t'explique qu'avec l'IA, tu pourras utiliser le micro de la manette de ta console, et tu pourras en fait parler avec le personnage du jeu, avec le PNJ, et le PNJ comprendra ce que tu lui dis. Génial. Et il te répondra en langage naturel. Ouais. Et donc, ça ouvre en fait une possibilité infini par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Et là, c'est un truc de fou. Il n'y a plus de script, en fait. Exactement, il n'y a plus de script. Je suis un amateur de jeux de rôle, par exemple, mais à l'ancienne, où il y a un maître du jeu, par exemple, et en fait, il faut s'adapter aux joueurs et tout. Et c'est quelque chose que, un open world et tout, on retrouve peut-être un petit peu ça des fois dans le jeu vidéo, mais à ce point-là, enfin, la démo, là, ce qu'elle préfigure, c'est vrai que ce serait assez incroyable. Et en plus, il faut se rendre compte de toutes les technos qu'il y a dedans, parce qu'il y a le langage, large langage de modèle, LLM, large language model. Je vais mélanger les en français. Il y a une synthèse vocale aussi. Il faut aussi animer les expressions faciales du coup pour qu'elles s'adaptent au ton aussi, au discours qu'on a. Et tout ça avec une latence faible, parce que ça va être le gros défi. C'est effectivement tout ça, c'est possible, mais s'il faut 10 secondes au PNJ, donc au personnage non joueur pour réagir, il y a tellement de questions et de poses. Et tout ça repose sur la puissance de calcul. Et Nvidia, ça tombe bien. C'est les rois du monde. C'est les rois du monde. Et ils sont en train de mettre une petite fessée quand même à Intel, je trouve. En tout cas, on parle énormément d'NVIDIA. Cette semaine, on a parlé que d'eux. Ils ont fait aussi un accord dans un tout autre domaine avec WPP, donc c'est dans le monde de la publicité, pour développer des publicités grâce à l'intelligence artificielle. Et là aussi, c'est une révolution, parce qu'en gros, tu peux demander à une IA de te faire une pub en 30 secondes, là où il faudrait 2 semaines ou 3 semaines à une équipe humaine. Enfin, c'est hallucinant. Juste avec quelques prompts, tu arrives à faire des trucs complètement fous, quoi. Donc là, on voit que la révolution est en train de se jouer sous nos yeux. Et effectivement, il y a des acteurs, enfin des nouveaux acteurs, pas si nouveaux que ça, mais en tout cas des acteurs qui sont moins connus du grand public, qui sont vraiment en train d'émerger, d'exploser là. Toujours dans l'IA, c'est Photoshop qui utilise l'IA depuis pas mal de temps, d'une manière, on va dire, plutôt latente et pas très visible. Mais bon, là maintenant, on leur dit allez-y les gars, parce que bon, derrière il y a Midjourney, il y a tous ces trucs-là. Et donc ils accélèrent là-dessus et ils sortent des choses assez bluffantes, non? J'ai l'impression. T'as raison. Moi, je trouve qu'en fait, ils s'offrent une deuxième jeunesse quasiment là, avec la nouvelle version qui incorpore donc Firefly, qui est un outil d'intelligence artificielle dont les résultats sont absolument bluffants. Je ne sais pas si vous l'avez testé ou si vous avez vu des résultats. Enfin, c'est incroyable. Donc en fait, il y a une technologie à l'intérieur qui s'appelle la
le remplissage génératif, ils appellent ça. Et donc en gros, ça va te permettre de faire plein de trucs. Je donne 2 ou 3 exemples concrets. C'est je veux supprimer un élément sur une photo, mais vraiment un gros élément, genre une personne ou un bout de paysage vraiment. Et l'IA va combler le trou, va deviner en fait ce qui se trouve derrière la personne et remplir la photo. Ça, c'est déjà pas mal. Alors ça existait, il y avait pas mal d'applis qui faisaient ça, hein. Par exemple, tu sais, tu es sur la plage, tu veux te retrouver tout seul, t'enlèves les gens qui sont derrière, qui jouent au foot. Google fait ça par exemple avec Google C'est ça. Photos et la gomme magique. Dans les Mais là, pixels. Mais là, on arrive à un niveau, Oui, c'est ça. on va dire, de prédiction, parce que c'est de la prédiction finalement, hein. On enlève quelque chose, qu'est-ce qu'il y aurait à la place de ce quelque chose? Exactement. Et on arrive à des trucs qui sont impressionnants. C'est plus spectaculaire encore, je trouve, qu'avec les systèmes qui existaient déjà. Et puis, tu vas pouvoir t'en servir, par exemple, pour élargir le cadre d'une photo. Alors ça, c'est extraordinaire. Si tu prends une photo, tu fais un cadre un petit peu plus large, et en fait, l'IA va deviner ou Étirer l'image, étirer l'image. sans déformer en fait les protagonistes. Vas-y, Omar. Il y en a plein qui se sont amusés à faire ça avec des mèmes très connus sur Internet, où on connaît donc le mème, les blagues, la même image qu'on utilise pour réagir à un commentaire sur Twitter typiquement. Et ils ont élargi, et c'est très drôle en fait les résultats qu'il y a. En plus, ça humanise un petit peu les personnages qu'on voit dans ces images surutilisées sur Internet. Et j'ai vu aussi des gens s'amuser à faire ça avec des tableaux. Là, je vois un point, c'est impressionnant, mais peut-être un peu moins d'utilité, on va dire, parce que bon, là, il y a toute une question qui entre en jeu, c'est est-ce qu'on travestit l'œuvre est-ce qu'on corrompt l'œuvre d'un artiste ou pas à la base. Ça engendre des questions comme ça, un petit peu annexes, on va dire. Évidemment. Avec les pochettes d'albums aussi, t'as vu? Ouais, ça, c'est vraiment sympa, où ils te prennent genre la pochette de Nirvana, tu sais, avec le bébé qui est dans une piscine, là, et tu les tires et il se retrouve dans l'océan avec des requins autour de lui. C'est excellent. Enfin, tu peux y passer des heures, hein, tu peux vraiment t'amuser. Il y a vraiment un côté fun. Alors, pour l'instant, les usages principaux que je vois, c'est plutôt générer quelque chose dans une image. J'avais vu des exemples où ils ajoutent une tour médiévale, et il y avait 3 ou 4 exemples, et même architecturalement c'est hyper crédible et tout. Ça pourrait être là sur cette montagne. Parce que ça se fond dans le décor. C'est hyper bien fait. Alors il y a des erreurs évidemment, mais le simple concept est vraiment bluffant, et j'imagine qu'il va y avoir plein d'usages. Ça restera un outil créatif. Je pense pas qu'on deviendra d'un coup les plus créatifs de la planète avec ça, mais en tout cas c'est intéressant. Oui, c'est vrai que pour le Kidam, voilà. Mais c'est vrai que pour les vrais créateurs, ça va être génial. Tous les métiers, alors tu parlais pour l'architecture par exemple, tu peux vraiment t'amuser, où tu dis voilà ma maison, alors qu'est-ce que ça donnerait si j'ajoutais un étage, bam. Et en fait le truc, alors avec le remplissage génératif, il mélange des technologies qu'on a dans Midjourney avec ce qu'on pouvait faire déjà sur Photoshop. C'est-à-dire tu prends une image réelle et en fait tu vas cliquer à un endroit de l'image où tu vas l'entourer, et tu vas écrire du texte, tu vas dire ici, mets-moi, je sais pas, c'est une photo à la montagne, mets-moi un ours qui est en train de m'attaquer par exemple, et tu vois l'ours qui est en train de t'attaquer qui apparaît directement sur la photo à partir d'un simple prompt. Donc tu as ce mélange entre image réelle et puis éléments ajoutés qui à la fois, on parlait de la propagation de fake news, bon là ça va pas aider, on n'a pas attendu Photoshop, mais en tout cas c'est le genre d'outil qui va populariser encore ce genre de truc. Et puis pour les créatifs, c'est une révolution dans le monde de la pub, dans le monde de l'architecture. Imaginez plein d'applications. Pour terminer, il nous reste 3 minutes. Un mot sur Neuralink, qui est l'une des boîtes satellites d'Elon Musk, qui est assez intéressante, même si elle peut effrayer, puisque, rappelons-le, Neuralink, c'est cette volonté de greffer en fait, des espèces d'électrodes dans le cerveau pour soigner certaines maladies neurodégénératives, ou peut-être redonner la possibilité à des personnes qui ne marchent pas de remarcher, etc. Neuralink, c'est un projet très ambitieux d'Elon Musk. Il y a une info très intéressante qui est tombée cette semaine, Anthony. Oui, c'est le fait que Neuralink vient d'obtenir l'autorisation de la FDA, qui est l'autorité américaine de la santé et du médicament, pour les premiers tests sur des êtres humains. Ce qui avait été refusé à Neuralink précédemment. Et donc là, ça y est, Musk avait dit, c'était il y a plus de 6 mois, dans 6 mois, on sera prêt à faire des essais sur les êtres humains. Et là, ils viennent d'en avoir l'autorisation de la part des autorités. Donc ça va commencer incessamment, on ne sait pas exactement quand, sachant que dans la tête d'Elon Musk, tout est déjà prêt. Il l'a déjà expliqué en long, en large, en travers. Donc on aurait ces implants neuronaux qui font la taille d'une pièce de monnaie, qu'on implanterait donc dans le cerveau, qui permettraient de capter les signaux électriques envoyés par le cerveau et de les
interpréter grâce à des algorithmes pour pouvoir piloter n'importe quel objet électronique. Donc ça peut être effectivement un exosquelette pour une personne qui est handicapée pour lui permettre de marcher à nouveau, par exemple, ce qui est incroyable, extraordinaire. Commander un PC ou un smartphone, enfin. Ça peut être commander un PC, un smartphone, écrire un SMS à la vitesse de la pensée, voilà, c'est ça. Et avec l'idée derrière, et c'est là où ça devient vertigineux et un peu flippant à la fois, que pour Elon Musk, ces technologies-là, ce seraient les seules qui nous permettraient à terme d'être compétitifs en tant qu'humain face à l'intelligence artificielle. On pourrait doper sa puissance de calcul, sa capacité cérébrale grâce à ces implants. On est dans le transhumanisme vraiment comme on l'imagine depuis des années, effectivement, et avec toutes les questions éthiques que ça... Bon, déjà parce qu'il y a eu des tests sur les singes, et il y en a beaucoup qui sont morts, des singes, genre il y avait 21 ou 22 singes, il y en a 7 qui ont survécu, enfin quelque chose comme ça, donc maltraitance animale. Il y a eu pas mal de cochons aussi. Ouais, des cochons, ouais. Et donc grosse polémique autour de ça déjà. Il y a aussi les questions morales, est-ce que du coup, parce que là on parle des maladies qu'on pourrait effectivement pallier à certains handicaps, et ça c'est très intéressant, mais maintenant est-ce que ce serait juste quelqu'un qui a de l'argent en fait pourra peut-être juste sauvegarder se payer une chirurgie, sauvegarder ses souvenirs, devenir en quelque sorte immortel. Enfin, on peut commencer à réfléchir à des choses comme ça. Alors, pareil, moi, je suis persuadé que c'est ce que imagine Elon Musk. Ouais, probablement. Voilà, l'immortalité en fait. On est au tout début d'un projet sans doute beaucoup plus profond. Sachant que ça ne coûtera pas si cher que ça. Hein. Il a donné des prix, il disait que ce serait autour de quelques milliers d'euros, de dollars. Donc ce qui est une somme, hein, mais c'est pas, tu vois, c'est pas non plus, ce ne sera pas réservé à des milliardaires, quoi. Ouais. Et il a expliqué aussi comment ça se passerait. Donc il y aurait des cliniques Neuralink avec des robots qui opéreraient, et ce serait complètement autonome, en 15 minutes, tu repartirais avec ta petite puce dans le cerveau, que tu pourrais upgrader ensuite. Alors, je ne sais pas comment ça se passerait, mais voilà, c'est vrai, des mises à jour logicielles, tu vois. Ouais, c'est ça en OTA, tu vois. Non, mais c'est vraiment fou, quoi. Voilà. Même de le dire, tu vois, ça paraît complètement dingue. Mais bon, après, ouais, encore une fois, tu as complètement raison hein, sur toutes les questions que ça va poser. Après, ne prêtons pas non plus de mauvaises intentions à Musk, parce que parallèlement à ça, quasiment le même jour que cette annonce-là, tu as eu le CEA en France, qui avec des laboratoires suisses ont fait remarcher un paraplégique grâce précisément à un implant neuronal. Donc c'est le même type de technologie, même si c'est pas exactement la même chose. Et donc là, tout le monde s'est émerveillé en disant « Ah, c'est absolument formidable !» Et dès qu'on parle de Neuralink, c'est le grand méchant loup. Donc voilà, il faut aussi... Alors, après on terminera là-dessus, c'est que la puce Neuralink est beaucoup plus invasive, alors que le système du CEA, c'est vraiment à la surface de la boîte crânienne. Non, mais c'est dans la boîte crânienne quand même. Hein. Tout à fait. Ouais. C'est dans la boîte crânienne, mais si tu veux, d'après ce que j'ai compris, Neuralink, il y a des électrodes qui rentrent dans le cerveau, alors que là, c'est simplement posé, d'après ce que j'ai compris sur CEA. En tout cas, parce que dans Tech & Co, j'ai reçu le patron de ce programme du CEA, qui expliquait que c'était moins invasif que ce que mettait en place Elon Musk. Mais l'avantage d'Elon Musk, et lui-même le reconnaît, c'est que en étant plus invasif, ça permet d'avoir beaucoup plus de précision dans les données, en quelque sorte. Donc après, on verra bien si tout ça évolue. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci Omar Belkab, rédacteur en chef adjoint chez Frandroid, et merci à Anthony Morel pour commenter l'actu de cette semaine dans De quoi je me mail. Trottinette ou pas trottinette, messieurs ? Moi j'ai un vélo. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie, trottinette. Mais vraiment, pour les brûler éventuellement, mais pas pour rouler dessus. Moi de temps en temps j'aime bien, c'est pratique. Je trouve que surtout quand il fait beau en ce moment, c'est cool pour faire des petits trajets et tout ça. Mais peut-être êtes-vous dans la position de vous poser la question, quel type de trottinette dois-je choisir ? Parce que c'est vrai que c'est un peu la jungle dans ce domaine. On en parle dans un instant avec Lionel Costa qui va vous donner tous les éléments pour bien choisir. De quoi je me mêle, la suite tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.